Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce 190e briefing avec aujourd'hui la Troïka des Braves. Puis nous avons Igor en France, Arnaud et moi-même ici. Voilà, on va essayer de vous donner un éclairage sur l'actualité particulièrement intéressant. Alors, l'actualité, elle est vraiment actuelle, on va dire. On est priorité au direct, comme on dit sur les chaînes en continu, puisque c'était aujourd'hui l'allocution très attendue du président Poutine. Et donc, nos deux experts vont nous dire ce qu'ils en pensent. En priorité Arnaud, mais si Igor veut compléter ensuite, il pourra tout à fait le faire, bien entendu. Donc Arnaud, qu'est-ce qui s'est dit aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était inattendu? Ou est-ce qu'on a eu au contraire un peu des ressucés de ce qui était déjà dit et fait? Voilà, donc c'est un peu la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'il faut en retirer? Merci, Président. Bonjour à tous. Effectivement, un discours attendu avec peu d'éléments inattendus. En guise d'introduction, quels points retenir ou quels éléments retenir? Après, je déroulerai plus en détail cette séquence. D'abord, c'est l'adresse annuelle la plus longue que Vladimir Poutine a prononcée. Il a battu son record, 2h06. Ce que j'en retiens par ailleurs, c'est qu'il a peu parlé d'Ukraine, très peu. Peu parlé de politique étrangère, à l'exception d'une mise en garde euh, en direction des pays de l'OTAN liée aux récents propos d'Emmanuel Macron. Il a fait un petit dégagement sur les perspectives de dialogue stratégique avec les États-Unis, mais globalement, c'est un discours programme à 3 semaines du scrutin présidentiel, alors même que Vladimir Poutine ne participe pas au débat télévisé, s'estimant au-dessus de la mêlée. Ce qui m'a beaucoup frappé par ailleurs, c'est le côté distribution d'argent, le côté, je dirais, teen Père Noël, avec des promesses de dons ou en tout cas des programmes annoncés d'environ 50 milliards de dollars. En tout cas, ce sont les estimations qui circulent. Enfin, les modalités, l'articulation pratique de ce vaste programme et de ces promesses ambitieuses, ce sont les projets nationaux. Euh, Qu'est-ce qu'un projet national en Russie? Ce sont je dirais des programmes interministériels, des priorités de l'action publique. Certains diraient en cause nationale, mais enfin là, en l'occurrence, il y en a beaucoup. Elles sont pluriannuelles. Donc, je rappelle que les premiers projets nationaux avaient été lancés il y a presque 20 ans, dans les années 2005-2006, à l'époque où Dmitri Medvedev était vice-premier ministre, et c'est ce qui avait favorisé sa mise en orbite et son arrivée au Kremlin en 2008. Et donc aujourd'hui, il y en a 5 qui ont été énoncés par Vladimir Poutine: la famille, jeunesse de Russie, longévité et qualité de vie, l'économie des données, et le cinquième, je vais le retrouver un peu plus. Non, c'est pas le tourisme, c'est pas le tourisme. Donc voilà un petit peu le cadre général. Si l'on reprend un petit peu le déroulé de son intervention, Vladimir Poutine commence euh, par quelques généralités liées à l'état de la société, à l'état du pays. Il se réjouit notamment de l'unité dont fait preuve, selon lui, la société russe dans le contexte actuel. Il insiste sur la résilience de l'économie. Il met en garde les Occidentaux contre toute tentation ou tentative d'ingérence dans le processus électoral et il martèle la priorité que revêt la souveraineté du pays dans tous les domaines, souveraineté économique, politique, technologique, etc. Dans un premier temps, il parle malgré tout de l'armée, de l'opération spéciale. Il rappelle, ou il déclare en tout cas, que les systèmes d'armes qu'il avait évoqués dans sa fameuse adresse au Parlement de 2018. Vous vous souvenez, il avait, avec force slides et illustrations, parlé des Sarmat, parlé des Kinjal. Eh bien, aujourd'hui, il a rappelé qu'au terme de son mandat, la plupart de ces systèmes d'armes étaient en opération. Il est revenu sur un sujet récurrent dans ses interventions. Il a mis en garde contre
le risque de dépenses militaires trop importantes, de ce qu'il appelle la militarisation de l'économie. Il a rappelé qu'en l'URSS, en 81 et 88, dépensait plus de 13% de son PIB pour l'armée. À mon avis, d'ailleurs, c'était plus. Manifestement, c'est quelque chose que Poutine et sa génération, c'est-à-dire les dirigeants actuels qui ont vécu la fin de l'URSS, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas répéter. Il a, je l'ai dit tout à l'heure, brièvement évoqué les déclarations du président Macron, sans le citer bien sûr, mais en disant que, en rappelant le sort funeste qu'avaient connu les armées qui avaient cherché à attaquer la Russie ou à se rapprocher d'elle. Et il a dit, en faisant allusion à l'arme nucléaire, que cette fois-ci, leur sort pourrait être encore plus tragique. Euh, si l'on revient maintenant donc aux programmes nationaux et aux programmes préélectoraux en réalité de Vladimir Poutine, il y a encore une fois une multitude de mesures annoncées. Certaines sont très techniques, pour d'autres relèvent voilà, d'annonces de financement. Je ne vais évidemment pas toutes les mentionner, je vais vous en citer quelques-unes qui me paraissent importantes et révéler les priorités finalement du candidat Poutine et du président Poutine. La famille d'abord, hein, c'est l'année de la famille en Russie, c'est un nouveau projet national, donc il y aura beaucoup de fonds alloués à diverses actions publiques. Euh, Parmi les objectifs, réduire de moitié le nombre de familles nombreuses, c'est-à-dire trois enfants et plus, vivant sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, 30% des familles qui ont trois enfants ou plus vivent dans la pauvreté. Vladimir Poutine, à l'issue de son cinquième mandat, espère le ramener à 15%. Euh, il a par ailleurs annoncé la reconduction du fameux programme de capital maternel, qui est finalement l'une des mesures constitutives et fondatrices de sa politique nataliste il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Donc ça, c'est maintenu sans surprise, mais on parle de sommes assez importantes pour les familles. Il a annoncé également un vaste programme national de rénovation des écoles, mais également des crèches publiques. Et la construction de centres périnataux, etc., etc., des abattements fiscaux également pour les familles nombreuses. Toujours dans cette veine-là, la démographie, la qualité de vie, donc le programme sur la longévité, donc des, des- des annonces liées au secteur de la santé, avec une mesure qui n'a pas encore été concrétisée, mais dont il annonce la préparation concrète, c'est l'harmonisation des rémunérations euh, des médecins, mais également des enseignants. Je rappelle qu'aujourd'hui, euh, ces personnels sont payés par les régions avec de très fortes disparités de revenus. Euh, c'est assez inimaginable en France, évidemment, où un prof, en tout cas dans le public, est payé le même salaire qu'il soit à Nice, dans le Gers ou dans le Pas-de-Calais. En Russie, entre Moscou et, que sais-je, la Transbaïkalie, vous pouvez avoir des écarts de 1 à 10 probablement. Et c'est un sujet sensible. Et donc, Vladimir Poutine a annoncé pour les médecins et pour les enseignants une réflexion sur finalement une harmonisation ou un socle commun, finalement une base de rémunération commune pour l'ensemble des sujets de la fédération. Pour ce qui est évidemment, il a aussi annoncé des hausses de salaire, des primes dans le secteur de l'éducation pour les professeurs principaux, etc., etc. Il y en a beaucoup, mais voilà, des messages assez convergents vers certaines catégories de fonctionnaires ou de plutôt d'employés publics, puisque, encore une fois, l'enseignement ne relève pas du statut de fonctionnaire en Russie. Pour ce qui est de l'économie au sens large, donc il s'est réjoui, le président Poutine, donc de la croissance en 2023, de la croissance à venir cette année. Il a relevé, et ce ne sont finalement que les prévisions du FMI, que la croissance en Russie sera plus élevée que dans les pays du G7 et que de l'Union européenne. Euh, euh, Autre projet national, donc voilà, c'était le cinquième, les cadres, c'est-à-dire finalement la main-d'œuvre au sens large en Russie, avec priorité à l'enseignement technique,
construction de campus universitaires également, et encore une fois, pour ces catégories-là d'enseignants, des hausses de salaire, on voit que là, en Russie, comme au sein de l'Union européenne, la réindustrialisation est à l'ordre du jour. Je pense d'ailleurs qu'elle est plus engagée ici que chez nous. Et cela induit une remise à niveau de l'enseignement technique, mais également des écoles d'ingénieurs qui sont appelées à former beaucoup de gens dans les années qui viennent pour les besoins de l'industrie russe. Vladimir Poutine a également parlé de la science, de la recherche, en énonçant un objectif de 2% du PIB pour la recherche et développement à l'horizon 2030, en faisant appel aussi aux investissements privés. Jusqu'à présent, la Russie, je dirais dans la lignée de l'URSS, eh bien, les recherches sont surtout des recherches publiques via l'Académie des sciences. Vladimir Poutine, de façon très explicite, a appelé les grands groupes, notamment privés, à investir également dans la recherche et le développement. Il a également insisté sur la nécessaire augmentation de la productivité du travail. Alors c'est un sujet en soi, mais c'est aussi lié au problème démographique que l'on évoque, c'est-à-dire qu'il y a un problème de main-d'œuvre, de très forte tension sur le marché du travail, et donc l'une des solutions, c'est évidemment d'augmenter la productivité, c'est également, il en a parlé de façon très concrète, et en faisant une analyse lucide du retard de la Russie, il a parlé de la robotisation. La Russie est très en retard dans ce domaine. Il a parlé également des programmes d'intelligence artificielle. Parmi les points qui ont retenu mon attention, vous savez, les discours, il y a des thèses, il y a parfois des silences, mais il y a aussi une tonalité générale ou des sujets qui surprennent ou qui ont une importance plus grande que lors des précédentes interventions. Je relève dans ce registre le rôle des entrepreneurs. Vladimir Poutine, certes, ne s'inscrit certainement pas dans la lignée communiste en économie, il est même plutôt libéral, mais on sait que chez Poutine, la vision, c'est plutôt les grands groupes, malgré tout le rôle de l'État. Là, il y a un accent qui est mis sur les entrepreneurs, y compris les PME, qui ne représentent que 20% du PIB en Russie, mais qui, selon lui, sont appelés à jouer un rôle de plus en plus important. Il a évoqué les startups, il a évoqué donc ce rôle et il a annoncé un certain nombre de mesures, d'exemption, d'amnistie également dans les cas de condamnation pour optimisation fiscale, moratoire prolongé pour ce qui est des procédures de contrôle. Et on sait qu'en Russie, les procédures de contrôle, elles sont lourdes et elles peuvent aussi donner lieu à des abus. Donc des signaux, des mots qui ne sont pas prononcés au détour d'une phrase, me semble-t-il, mais qui sont un peu plus importants que d'habitude dans le discours de Poutine. À voir si ce sera suivi des faits, notamment par la machine bureaucratique, puisque c'est ça l'enjeu. Parfois, le président peut, y compris en Russie, aussi en Russie, le président peut parler, l'intendance ne suit pas toujours, la machine d'État ne suit pas toujours. On verra en l'occurrence ce qui se passe. Dans la lignée de ce que je viens de dire, autre projet national, donc grande priorité de l'État, l'économie des données, avec euh, une importance accrue accordée aux entreprises qui produisent des logiciels et les infrastructures pour conserver les données. Donc là aussi, il y a eu des annonces d'exemption, d'aide. Si, si l'on revient maintenant à quelques mesures phares ou à quelques axes qui retiennent l'attention, il y a un très gros geste en direction des régions, de ce qu'on appelle en Russie les sujets de la fédération, donc les entités qui composent la fédération de Russie. Vladimir Poutine a annoncé l'effacement des 2 tiers des crédits fédéraux accordés aux régions. Voilà, donc c'est un geste évidemment très, très important. Il a annoncé la reconduction d'un mécanisme qu'on appelle les crédits d'infrastructure. Alors, la contrepartie de l'effacement des dettes, c'est que les régions investissent chez elles, notamment dans les infrastructures et dans le secteur social. Annonce ou début d'annonce en matière de fiscalité, on sent, enfin c'est plus que sentir, il y a une inflexion qui se prépare dans le domaine fiscal. Je rappelle que la Russie, le dire, c'est un paradis fiscal, ou en tout cas en termes d'imposition sur le revenu.
il y a depuis une quinzaine d'années, c'est Koudrine, à l'époque ministre des Finances, qui avait fait voter ce système de taux unique à 13%. Alors, il y a, je crois, 2 ans, il a été modifié. Le taux a été relevé à 15% pour le haut revenu. Mais globalement, pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la Russie, évidemment, propose un système très avantageux. Et Vladimir Poutine prépare le terrain à l'introduction ou la réintroduction d'un système progressif avec plusieurs taux. Alors, il n'est pas entré dans les détails. Il a demandé au ministère des Finances de lui faire des propositions, mais on sent bien qu'on va vers une imposition plus élevée, plus forte pour les revenus élevés. Ça concernera les personnes physiques, mais également les entreprises. Il a pris l'engagement en contrepartie de fixer un cadre qui ne bougera pas jusqu'en 2030, donc jusqu'à la fin de son mandat. Parmi, là aussi, les sujets non pas nouveaux, mais qui n'avaient certainement pas la même place dans les précédentes interventions de Vladimir Poutine, il y a le tourisme intérieur, donc investissement dans les infrastructures balnéaires, y compris d'ailleurs sur la mer d'Azov, mais également en Caspienne, dans le Pacifique. Vladimir Poutine souhaite qu'à l'horizon 2030, le tourisme représente, et ça ne pourra que réjouir notre cher président, 5% du PIB du pays, en lien avec le tourisme, un accent très fort sur la préservation du patrimoine. Donc il y aura un programme spécifiquement dédié à la restauration ou au sauvetage des grands domaines de Russie, parfois en très piteux état, l'état de ruine, avec 1000 lieux qui seront choisis et qui feront l'objet de programmes spécifiques, soit de restauration, soit de reconstruction. Euh, Vladimir Poutine a également parlé, là ce n'est pas nouveau, d'écologie, hein, avec des sujets qui sont bien connus des Français, mais qui sont moins pratiqués en Russie, le tri sélectif en particulier. L'accent est mis sur la préservation des forêts, mais également le fait que voilà, la Russie plante des arbres plus qu'elle n'en coupe. Et enfin, Vladimir Poutine a terminé son intervention en revenant sur l'opération militaire spéciale, entre guillemets. Alors non pas, ou très peu finalement, sous l'angle militaire, mais sous l'angle sociétal, social. Il a rappelé ce qu'il avait déjà dit précédemment, mais je pense que c'est très important. Il a rappelé il a dit que les élites, et les futures élites, c'était les gens qui servaient aujourd'hui la Russie, en d'autres termes, les gens qui sont au front. Euh, Comparaison n'est pas raison, et je serais d'ailleurs curieux d'avoir l'avis ou la réaction de Pavel sur le sujet, mais il me semble qu'en termes de renouvellement des élites, ou en tout cas d'ascenseurs sociaux, de changement d'équilibre de pouvoir interne, on est peut-être à un point qui rappelle 2003-2004 finalement, au moment où les élites yeltsiniennes ont dû céder le terrain ou une partie du terrain à de nouvelles élites kényennes. Et on a vu une nouvelle sociologie du pouvoir, une nouvelle sociologie des élites il y a une vingtaine d'années. Est-ce qu'on est aujourd'hui au seuil de ça? En tout cas, le président le dit, on verra si c'est suivi des faits. Ce qu'on voit aussi au quotidien, c'est que les familles des combattants, qu'ils soient mobilisés ou qu'ils soient engagés, contractuels, reçoivent des soldes d'un montant tout à fait exceptionnel. C'est parfois 5 ou 6 salaires moyens. Et ça change évidemment la consommation, la structure de la consommation, mais également la sociologie en province en particulier. On voit des familles qui achètent des iPhones ou qui demain vont acheter des dachas ou des appartements alors qu'aujourd'hui elles étaient sous le seuil de pauvreté ou en tout cas elles ne faisaient pas partie des classes moyennes supérieures. Et je vais conclure en passer la parole évidemment à Pavel, c'est que, bon, encore une fois, ce vaste programme 2030, il rappelle aussi, il est assez impressionnant dans sa liste et dans les montants potentiellement engagés, mais il rappelle aussi en creux que les promesses de 2018, notamment ce qu'on a appelé les décrets de mai, qui avaient des objectifs chiffrés très précis, sont loin d'avoir été tous atteints. Je voulais juste rebondir sur ta question sur le renouvellement des élites et dire que l'Observatoire organise la semaine prochaine une rencontre avec le spécialiste russe de la question, M. Minchenko, qui avait pendant des années mené
un audit baptisé Politburo 2.0, ce qui veut bien dire voilà ce que ça veut dire, et donc qui va effectivement intervenir sur cette question tout à fait névralgique euh, de l'aboutissement d'un mouvement que Vladimir Poutine avait enclenché il y a déjà quelques années, en rajeunissant considérablement l'élite administrative, aussi bien dans le centre, on avait eu en la personne de Maxime Orechkin, un ministre de l'économie qui avait tout juste 40 ans, mais également dans les régions, où effectivement un certain nombre de régions tout à fait considérables du pays sont dirigées aujourd'hui par des quadragénaires. Donc cette tendance aujourd'hui va-t-elle s'accélérer? Va-t-on observer un nouveau euh, rebattement, rebattage, rebâtition des cartes? Bien, je profite, parce que tu n'étais pas là au début, moi, pour saluer le retour du directeur Shinsky, directeur général Shinsky, après un long voyage. En Afrique du Sud, dont je suis revenu entier, sans avoir été transformé ni en hot dog, voilà, ni en pinotage. Et donc, tu as pu voir de tes yeux les fameux Hottentots qui font un peu scandale en Grande-Bretagne en ce moment, puisqu'apparemment dans Mary Poppins, il y a un personnage un peu trop Autant pâle. réactionnaire qui traite quelqu'un d'Hottentot, et du coup, le film est déclassé pour enfants, maintenant pour adolescents. Voilà. J'organiserai bientôt d'ailleurs une rencontre euh, intitulée Otage du pinotage. Effectivement, ça sera tout à fait passionnant. Alors, on a un certain nombre de questions par rapport à tout ce que tu viens de dire, un truc comme ça. D'ailleurs, j'ai une question sur tu parlais justement à juste titre, de ces sommes considérables qui arrivent en province ou ailleurs par le via des soldes. Est-ce qu'avec la fin qui arrivera bien un jour de l'opération spéciale, on va pas se retrouver avec des sans-soldes ou des demi-soldes napoléoniens dans les campagnes? Comment est-ce qu'on va vivre? Comment on va assurer cette transition? Alors, ça me permet d'évoquer un point que j'ai oublié dans mon propos. Vladimir Poutine a fait référence à des programmes justement d'études supérieures, un accès prioritaire aux études supérieures, mais également à certains emplois de la fonction publique pour les personnes qui aujourd'hui combattent. Donc il y a les personnes qui ont vocation à poursuivre leur carrière dans l'armée, où là, les personnes auront un accès prioritaire aux académies d'état-major, etc., etc. Et les personnes qui souhaitent revenir à la vie civile, il y a aussi des programmes prioritaires, une sorte d'affirmative action à la russe, et qui est déjà visible, hein. Je rappelle que et c'est un sujet dont on parle dans la société russe, dès la rentrée prochaine à l'université, les enfants de combattants, qu'ils soient mobilisés ou contractuels, auront un accès prioritaire à l'université. Voilà, c'est euh, effectivement un rebrassage social. Alors, est-ce que les personnes, oui, les personnes, tout le monde comprend bien que la situation d'aujourd'hui, elle est exceptionnelle et que les personnes qui rentreront euh, du front ne retrouveront pas évidemment le même niveau de salaire qu'aujourd'hui. Bon, je pense que l'espèrent, mais les personnes qui rentreront, elles seront, je pense, majoritaires, auront pu se constituer un pécule très significatif, en tout cas en province. Alors, différentes questions. Dans une des premières questions, tu parlais de la politique de natalité, qui est en fait relativement ancienne déjà. Est-ce qu'on peut en tirer un bilan déjà? Ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné? Les décisions d'aujourd'hui sont de prolongation de ces efforts ou un reset parce que ça n'a pas fonctionné? Non, je crois que c'est continuer parce que d'abord c'est prioritaire, que la situation n'est pas brillante, mais les politiques natalistes ont assez peu d'effet en réalité. La démographie, c'est une science assez exacte, assez prévisible de façon générale. Que voit-on aujourd'hui? On voit, et Poutine en a parlé, qu'il y a peu de naissances. En tout cas, les naissances baissent depuis 2, 3 ans, tout simplement parce que la génération de femmes en âge de procréer est peu nombreuse.
En revanche, il y a eu une génération plus nombreuse entre, grosso modo, 2005 et 2015, et cette génération-là va arriver, fera des enfants probablement vers 2030-2035. Il y a eu un effet au tout début, hein, dans les années 2006-2007, de l'annonce notamment du capital maternel, mais les démographes soulignent généralement qu'il y a aussi un effet d'aubaine, c'est-à-dire que certaines naissances, c'était des naissances retardées ou à l'inverse anticipées, mais que sur 10 ou 15 ans, finalement, ça produit assez peu d'effets. Dans la politique démographique de la Russie, pour l'instant, le principal succès, en tout cas avant le Covid et avant le conflit en Ukraine, c'était plutôt la mortalité, qui avait beaucoup baissé. Donc le Covid a porté un premier coup très, très lourd à la politique démographique de la Russie. Alors, on se souvient, on va parvenir sur la gestion de la crise sanitaire par la Russie, mais la Russie a fait un choix différent d'une autre, dans l'ensemble, moins confiné, plus de liberté, donc plus de contamination et au final, probablement, près d'un million de décès. D'ailleurs, on le voit, plusieurs personnes m'ont rapporté que c'était très visible, par exemple, dans les paroisses, dans les églises en province, où il y a moins de personnes âgées, parce que beaucoup sont mortes pendant le Covid, tout simplement. Donc le Covid a déjà porté un coup très rude à la politique démographique de la Russie. Et puis il y a évidemment deux autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a le conflit en Ukraine avec des niveaux de pertes qu'on ne connaît pas, mais peut-être 80 000 morts, peut-être 100 000. Et puis il y a évidemment le phénomène d'émigration, là aussi qui est difficilement quantifiable. Probablement 700 000 départs, beaucoup de retours, certes, mais enfin il y a un solde là aussi négatif. Donc, pour résumer, la politique volontariste des autorités, elle n'est certainement pas inutile. Tout ce qui va dans le sens des investissements dans le secteur de la santé, ça ne peut être que positif. La réduction de la consommation d'alcool, qui est tout à fait spectaculaire en Russie, joue, et ça se voit maintenant dans les chiffres. Mais il y a par ailleurs des facteurs imprévus. Le Covid n'était pas prévu, le conflit en Ukraine n'était pas prévu, qui noircissent un petit peu le bilan. Oui, alors ça permet de rebondir sur la question des médecins et des enseignants. Tu as répondu partiellement à la question que nous pose l'auditeur sur le fait qu'il n'y a pas que la Russie est pas organisée différemment et que ce ne sont pas des fonctionnaires. Et quels sont les leviers du coup pour égaliser un peu choses qui sont du ressort des régions, sinon des villes ou Je pense que, enfin, encore une fois, je suis prudent parce que ça n'a pas été annoncé, mais je pense qu'il y aura un salaire minimum fédéral ou quelque chose comme ça. Ou alors un salaire qui sera fixé, il ne sera pas uniforme, mais il y aura un minimum qui sera fixé par le centre. Soit ça sera pris directement en charge par le budget fédéral, soit le centre euh, enverra des crédits fléchés spécifiquement alloués au paiement de cette partie fédérale de la rémunération de ces personnels. Et dernière question pour finir sur le discours, l'effacement partiel des dettes des régions va être uniforme ou ça va tenir compte de la situation des régions elles-mêmes parce que c'est très différente, bien sûr. Ce sera les deux tiers. Par contre, toutes les régions ne sont pas endettées au même niveau. Les régions riches sont moins endettées. Donc, euh, non, non, ce sera en proportion de deux tiers. C'est ce qui a été annoncé en tout cas. On parle des crédits. En fait, ce sont des crédits de refinancement. Je rappelle qu'au cours de ces dernières années, le ministère des Finances, les régions s'étaient endettées auprès de banques privées ou d'État à des taux très élevés il y a une dizaine d'années, 8 ans. Et donc, pour apurer en partie le problème, le ministère des Finances avait refinancé ces crédits à des taux beaucoup plus acceptables. Et on parle cette fois de l'effacement de ces crédits-là. Merci de ces précisions. Est-ce que tu te rappelles du ratio entre les régions proficitaires et les régions déficitaires? Je Dans mon devrais. souvenir, à l'époque où on faisait beaucoup de délégations dans les régions, on a dû, peut-être moins d'une dizaine de régions russes étaient proficitaires, essentiellement celles où il y avait des grandes entités métallurgiques, industrielles, qui payaient leurs impôts, sur place.
Je devrais le savoir, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je crois que l'ordre de grandeur est un peu différent. Moins de 10, c'était surtout dans les années 90 où il y avait les régions pétrolières, Tumain, ce genre de choses. Je crois que l'ordre, c'est plutôt une vingtaine, je crois. Mais je chercherai et trouverai le chiffre pour la prochaine fois. Et peut-être qu'Igor, en direct de l'EHPAD Jean-Pierre Soisson, pourra nous éclairer là-dessus. Alors, bah, d'ailleurs, ça va être la façon, le moment de passer la parole à Igor. Merci infiniment, Arnaud, de cet éclairage sur l'actualité vraiment brûlante, puisque on parle d'un discours qui a eu lieu aujourd'hui. Voilà, donc Igor, peut-être tu as quelques précisions à donner dans ton domaine plus spécifique sur ce qui a été annoncé ou ce que tu peux lire entre les lignes, et puis bien entendu tout ce que tu peux nous apporter par ailleurs sur la diplomatie, le militaire, enfin tes sujets de prédilection habituels. Oui, merci, Président. Bonjour à tous. Non, j'ai pas vraiment grand-chose à ajouter, puisque comme l'a indiqué Arnaud, c'était un discours qui était quand même très tourné vers la politique intérieure, hein. Contrairement, par exemple, à celui de 2018, où il avait fait vraiment exception, puisqu'il avait passé, je crois, au moins un tiers de son allocution était sur des sujets de défense, des sujets militaires. Et donc là, bon, mais c'était vraiment une exception. C'est un exercice qui, en règle générale, est quand même très tourné vers les questions domestiques, qui plus est pendant une année de campagne présidentielle, tout du moins d'élection présidentielle. Donc, je ne vais pas vraiment poursuivre là-dessus. Je vais plutôt, comme tu l'indiquais, Gilles, poursuivre sur l'actualité diplomatique, entre guillemets, et qui entoure le conflit armé en Ukraine. Alors, je vais commencer par les États-Unis, évidemment, où il s'est pas passé grand-chose, puisque pour une raison très simple, les élus étaient affairés ces derniers jours à éviter un shutdown du budget américain, et donc évidemment que l'enveloppe pour l'Ukraine est passée vraiment en arrière-plan, peut-être encore plus que ce qu'elle a été ces derniers temps. Cela dit, il y a quand même eu un rapport qui a retenu mon attention, qui a été publié le 20 février par l'inspection générale du département de la Défense, hein, l'inspection générale du Pentagone, qui a publié un rapport extrêmement critique sur l'état du matériel livré aux Ukrainiens, le matériel américain, plus spécifiquement sur la chaîne de maintenance en conditions opérationnelles pour tout ce qui était du matériel du type des véhicules blindés, Stryker, Bradley, Abrams, mais aussi des Patriots. Il y a deux rapports assez étoffés dans lesquels, qui pointent de graves manquements dans toute la structure d'approvisionnement, de logistique, de maintenance, de pièces de rechange, de munitions, etc., où il est expliqué que les Ukrainiens ont été évidemment, à qui on a livré du matériel, mais manifestement avec des pièces de rechange en trop petite quantité, pas assez de munitions, et en tout cas, ça pointe, relève l'inexistence de toute chaîne logistique pour maintenir dans la durée, hein, ce matériel. Il y a des phrases quand même assez explicites et assez alarmistes, hein. Dans ce rapport, là, j'ai extrait quelques phrases, hein. On dit que sans un soutien délibéré et planifié, y compris des pièces de rechange, des munitions et un soutien à la maintenance adéquat, les Ukrainiens ne seront pas en mesure d'entretenir ces systèmes d'armes dans leur combat contre la Russie. Et plus loin, il est dit que l'absence d'un tel plan de maintenance en conditions opérationnelles, hein, met en péril la capacité de l'Ukraine à combattre efficacement. Fin de citation. Donc, peut-être du court-termisme ou disons de la légèreté dans la planification de tout ce qui est maintenance de ce matériel abondant et extrêmement cher, hein. La batterie Patriot, c'est quand même quelque chose qui coûte extrêmement cher du côté des États-Unis. Donc, euh, du côté de la France, enfin de l'Europe et de la France, il y a eu un peu plus d'actualité, évidemment, puisque le 26 février, la France a annoncé la création d'une coalition pour la fourniture de munitions de moyenne et longue portée, hein. Donc, je l'avais déjà expliqué ici à plusieurs reprises, dans le cadre du groupe de soutien militaire à l'Ukraine, hein, du groupe de Rammstein. Il y a plusieurs coalitions qui ont été formées avec des pays qui ont rejoint ces coalitions en fonction de la spécialisation de leur industrie de défense et de leur capacité industrielle. Bon. Et donc là, il y a la création d'une nouvelle coalition pour la fourniture de munitions en moyenne et longue portée. Il y a eu une réaction outre-Rhin côté allemand, M. Olaf Scholz, chancelier allemand, qui a déploré le fait que son pays ne pourrait pas participer à cette coalition, étant donné que le Parlement allemand a encore voté contre la livraison de missiles longue portée Taurus à l'Ukraine. Et lui, dans son allocution à la télé allemande, a regretté cette décision et regretté le fait que l'Allemagne ne puisse pas faire ce que les Français et les Britanniques ont fait, c'est-à-dire livrer des missiles longue portée à l'Ukraine. Il y a eu donc aussi dans ce fameux sommet de l'Élysée du 26 février
la sortie les propos du président français Emmanuel Macron, hein, qui ont fait couler beaucoup d'encre et qui ont fait quelque part polémique, hein, donc sur le fait qu'il n'était pas exclu d'envoyer des soldats en Ukraine. Je ne vais pas revenir sur la polémique, mais en tout cas relever que bon nombre de pays se sont assez rapidement désolidarisés des propos tenus par Emmanuel Macron, et pas les moindres, hein, les États-Unis, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Suède, donc des pays qui sont connus quand même pour leur hostilité très franche à l'égard de la Russie, comme la Pologne et la Suède, qui très rapidement ont pris leur distance à l'égard des propos du président français. Alors il faut regarder toute la séquence. La séquence, c'est quand même la signature d'accords bilatéraux de sécurité entre l'Ukraine et la France il y a quelques jours. L'Ukraine et la Grande-Bretagne, l'Ukraine et l'Allemagne ensuite à Munich. La conférence de Munich donc sur la sécurité internationale, dont on évoquait récemment, quand même le scepticisme et la fébrilité étaient très palpables, hein, parmi les élites sur, j'allais dire, l'avenir, en tout cas les issues possibles dans ce conflit armé. Tout ceci, évidemment, sur le fond de flottement aux États-Unis, où pour l'instant, il n'y a plus aucune aide qui n'est délivrée. Et sur le champ de bataille, la chute d'Avdiivka qui intervient de manière quasiment synchrone, et depuis, quand même une poussée qui est à relever de l'armée russe, toujours dans la direction, dans la suite, hein, dans le sillage de cette prise d'Avdiivka. Et les déclarations tonitruantes de Trump, hein, qui a une quinzaine de jours, expliquent que, hein, comme chacun a pu lire, il n'était pas dit que les États-Unis interviennent dans un conflit, alors s'il était élu, hein, Trump, si jamais le pays qui serait attaqué par la Russie ne dépensait pas au moins 2% de son PIB pour les questions de défense. Et donc là-dessus, on a évidemment la sortie du président Macron, donc il y a toute une séquence, évidemment, ça s'inscrit dans une séquence qui a donc fait redouter, si vous voulez, l'idée d'un funeste, hein, d'un engrenage dans lequel on serait pris et qui mènerait à une coalition frontale, à une co-belligérance et à un affrontement direct avec la Russie sur le champ de bataille ukrainien. Alors, il y a eu des réactions plus importantes que d'autres, notamment j'ai relevé il y a une dizaine de jours un appel qui a été signé par M. Chevènement et Védrine, hein, deux anciens ministres français des Affaires étrangères, qui déjà le 20 février, donc avant la sortie de M. Macron, expliquaient que la signature de cet accord de sécurité bilatéral entre la France et l'Ukraine nécessitait un débat démocratique, devait être quand même versé au Parlement pour en discuter. Alors ça va être le cas, hein, puisque cet accord doit être ratifié parce qu'il engageait quand même, enfin, s'inscrivait dans des perspectives qui pouvaient, le cas échéant, conduire éventuellement, et éventuellement évidemment, à un conflit. Bon, et évidemment, leur scepticisme a été renforcé, en tout cas celui de M. Jean-Pierre Chevènement a été renforcé depuis par la sortie du président français, M. Jean-Pierre Chevènement, qui a donné une interview assez longue au Figaro, dans laquelle il fait part de ses réserves, dira-t-on, pour ne pas dire plus. Euh, Toujours sur le volet diplomatique, du côté de la Suisse, alors du côté de la Suisse, on ne propose pas d'envoyer des troupes, mais on propose de faire un sommet pour la paix cet été. C'est le ministre des Affaires étrangères suisse, hein, M. Cassis, qui a déclaré à l'ONU vendredi qu'il espérait pouvoir rassembler un tel sommet de haut niveau pour la paix cet été. L'Ukraine, de son côté, a dit ne pas y être opposée, que le cas échéant, je cite M. Yermak, chef de l'administration présidentielle ukrainienne, elle inviterait la Russie à prendre part à ce sommet. Évidemment, vous connaissez la base de discussion de ce sommet, si tant est qu'il soit, c'est la formule pour la paix ukrainienne, hein, proposée par M. Zelensky. Et donc, c'est pour ça que la réaction russe, sans surprise, ne s'est pas fait attendre. M. Lavrov a parlé d'ultimatum posé à la Russie avec cette invitation. J'ai relevé la réaction du chancelier autrichien, M. Nehammer, qui s'est exprimé notamment dans le cadre de la conférence de l'Élysée le lundi dernier, hein, et qui a déclaré, je cite, «Nous avons également besoin de Vladimir Poutine à la table de négociation. Sinon, nous ne parviendrons pas à la paix en Ukraine. Si cela s'avérait utile, je lui parlerai à nouveau». Fin de citation, parce que je rappelle que le chancelier Nehammer autrichien est le seul dirigeant occidental en date à s'être rendu à Moscou depuis le début de l'opération spéciale, puisqu'il s'est rendu à Moscou en avril 2022. Dans son déplacement, il avait rencontré Monsieur Poutine. Donc on voit que l'Autriche, évidemment, explique qu'à un moment donné, il faudra que la Russie soit aussi autour de la table pour discuter. C'est une position qui avait déjà été mise par la Suisse il y a quelques jours, je vous en avais parlé, hein, où là, le même ministre des Affaires étrangères avait expliqué qu'il faudra à un moment donné ou à un autre associer la Russie à ces discussions pour espérer que ça aboutisse quelque part. Quelques nouvelles, toujours pour revenir brièvement sur les États-Unis, puisque là, de manière bien plus brève, il y a eu un article du New York Times cette semaine qui est assez long, une espèce d'enquête qui a été publiée au sujet d'un réseau de bases secrètes que la CIA aurait donc créé en Ukraine
peu après le changement donc intervenu, pouvoir intervenu à Kiev en 2014, hein, un réseau de plus d'une douzaine de bases qui était destiné à collecter des renseignements sur la Russie, donc au plus près, j'allais dire, de la territoire russe, hein, d'une part, et d'autre part, un programme de formation pour des agents du renseignement ukrainien, puisque l'idée était de reprendre en main les services ukrainiens, après le changement étant intervenu à Kiev en février 2014. Donc un reportage assez intéressant et assez, j'allais dire, extensif sur la question. Euh, L'Ukraine qui aura besoin une fois de plus d'argent, puisque son ministre des Finances, M. Marchenko, s'est exprimé dans le cadre d'une réunion du bloc financier du G7 il y a quelques jours pour expliquer que l'Ukraine aura besoin en 2024 de 3 milliards de dollars par mois d'aide financière supplémentaire pour subvenir aux dépenses sociales. À titre de comparaison, je rappelle que l'aide militaire française pour toute l'année 2024 s'élève à 3 milliards d'euros. Donc, comme ça, on voit à peu près les besoins qui sont exprimés sur ce point-là. Un sondage qui a été réalisé par le think tank ECFR en janvier auprès des Européens, dans une douzaine de pays européens, des gens ont été sondés sur le conflit en Ukraine, sur son issue, sur son déroulement, pour un peu prendre le pouls de l'opinion publique européenne. Et on voit des choses assez intéressantes puisqu'il ressort à l'issue de ce sondage que 10% des personnes sondées au sein des 12 pays européens croient en une victoire de l'Ukraine. Pour la France, on est à 9%, donc on est un peu en dessous du taux européen. En revanche, 20% estiment que la Russie l'emportera dans le conflit militaire. Et là, on est à 17% pour la France. Donc, grosso modo, 2 fois plus de personnes estiment que la Russie l'emportera sur le champ de bataille. Euh, et tandis que pour l'Ukraine, c'est 10% et 37% pensent que finalement les deux parviendront à trouver un compromis. Alors, une autre question qui leur a été posée, qui est celle de savoir, en cas de lâchage américain, quelle devrait être la position de l'Europe? Eh bien, en cas de lâchage américain, seuls 20% des sondés affirment qu'il serait nécessaire de poursuivre l'assistance à l'Ukraine. Et enfin, 41% des sondés pensent que l'Union européenne devrait aujourd'hui pousser Kiev à négocier avec la Russie, contre 31% qui continue de soutenir l'idée d'une reconquête territoriale jusqu'aux frontières de 91. Donc on voit que cette fatigue, hein, cette attrition, ce qu'on appelle l'attrition, continue de jouer avec le temps. J'avais déjà rapporté des sondages qui étaient réalisés aux États-Unis à l'automne et qui laissaient entrevoir la même tendance. Et je vais finir juste avec une dernière nouvelle du côté de la Pologne, puisque M. Tusk, le Premier ministre polonais, a affirmé que son pays était en pourparlers avec l'Ukraine en vue de parvenir à un accord pour la fermeture temporaire de la frontière entre les deux pays en raison de la grogne des fermiers polonais, hein, puisque, bon, je ne vous en ai pas parlé ces dernières semaines, mais les fermiers polonais ont continué de bloquer les checkpoints et les accès à la frontière ukrainienne en faisant des opérations escargots, en mettant des poids lourds en travers de la route, puisqu'ils dénoncent toujours l'arrivée des produits agricoles ukrainiens à prix cassés qui viennent concurrencer leur propre production qui est soumise aux règles du marché européen, comme chacun le sait. Voilà, je m'arrête là, Président, pour cette semaine. Je crois que tu voulais compléter, Arnaud? Oui, il y a un autre sondage intéressant publié en France et relatif à l'éventuel envoi de militaires occidentaux en Ukraine. 76% des Français se disent opposés à Mhm. une telle décision. Absolument. Ouais. Oui, bon, c'est pas complètement surprenant. Pas une nature de va-t-en-guerre, et choses comme ça. Donc, Non, mais c'est plutôt, encore une fois, l'une des peut-être des vertus de cette séquence, c'est qu'elle va permettre de clarifier, en Ouais. France en tout cas, le débat sur l'Ukraine. Euh, En l'espace de quelques semaines, on a vu les coûts apparaître sur la table. On a parlé de montants, hein, d'européennes, d'aide bilatérale. Et là, il y a maintenant une autre hypothèse. Et donc, j'allais dire, le brouillard du débat ukrainien est en train peut-être de se dissiper et les enjeux deviennent peut-être plus visibles pour les Français, qui effectivement ne sont pas va-t-en-guerre. En tout cas, les va-t-en-guerre, ils sont moins nombreux que sur les plateaux de télévision et dans les médias parisiens. tout à fait. Alors, on a d'ailleurs un témoignage, enfin, pas désolé, mais par rapport à une question précédente, on nous dit que c'est cette rentrée déjà, il y avait des démobilisés parmi les nouveaux étudiants admis sans sélection. Voilà. Là, on a aussi différentes choses, voilà, un peu différentes. Une question tout de même, comment résoudre la contradiction euh, du,
dans les propos du président Poutine qui souhaite avoir un pays moins militarisé, enfin moins tourné vers le militaire, mais de soutenir l'effort de guerre. Ça semble un peu contradictoire. Non, je crois que son propos, il est différent. Il est de dire, euh, au-delà du contexte géopolitique actuel, n'en faisons pas trop, ne faisons que le strict minimum, faisons attention à l'efficacité de la dépense publique, notamment le budget de la défense. Il est revenu là-dessus. En d'autres termes, et ça a déjà été aussi souligné par Shoigu et d'autres, qu'il n'y ait pas de perte en ligne dans l'allocation budgétaire. Donc non, le propos, c'est de dire pas de surmilitarisation de l'économie. Poursuivons l'effort, hein, je crois que c'est très clair, il n'y a pas de changement de cap attendu dans le dossier ukrainien, mais ne répétons pas les erreurs de l'URSS qui ont abouti à son effondrement. C'est pas la première fois hein, qu'il fait une remarque de ce genre. Il l'avait dit, alors j'ai plus l'année exacte, mais c'était avant le Covid, hein. C'était probablement entre 2016 et 2018, où il avait expliqué qu'il y avait un seuil d'acceptabilité des dépenses militaires et qu'il estimait que les 3% étaient pour le PIB, hein, donc 3% du PIB pour la défense russe, c'était probablement quelque chose qui était bien. C'était en 2016, puisqu'à l'époque, il y avait des opérations en Syrie hein, qui coûtaient quand même de l'argent, hein. Alors certes, ça n'a rien de comparable avec ce qui se passe aujourd'hui, mais quand même. Et il commençait à y avoir des voix qui s'élevaient pour dire tout ceci, c'est bien joli, hein, mais ça coûte quand même de l'argent, alors qu'il y a une réforme des retraites qui pointait le bout de son nez. Il y avait des projets d'augmentation de la TVA, tout ce qui est passé en fait après 2018, hein, après la séquence présidentielle de 2018. Et par conséquent, c'est déjà une position qu'il avait prise de dire attention à la surmilitarisation. Il avait rappelé, effectivement, il fait allusion à l'expérience funeste de l'URSS. Bon, là, aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît un peu, effectivement, contradictoire en premier coup d'œil, puisque quand on voit les chiffres, que ce qu'on pense être les chiffres du budget de la défense, qui par définition sont maquillés, désormais, on n'a plus accès aux données, j'allais dire, statistiques exactes, mais on comprend bien qu'il y a l'injection massive de capitaux dans l'industrie de défense d'une manière générale, dans les budgets de défense d'une manière générale, et avec évidemment des pourcentages de défense, enfin, on est bien au-delà des 3% du PIB aujourd'hui, hein, donc probablement plus proche des Entre 6, 5 et 6, ouais, 5 et ouais, voilà, 6. des 6% plus qu'autre chose. Donc, est-ce que c'est un rappel à la discipline générale, un rappel à l'ordre pour dire attention, bon, là on a fait des chèques massivement, mais c'est quelque chose sur lequel on va quand même regarder de plus près. Est-ce que c'est un peu pieux? J'en sais rien, on verra, mais je pense quand même que derrière ça, il y a l'idée de dire, voilà, on est conscient de la ligne rouge quand même qu'il ne faut pas dépasser. Bien, alors on va finir en revenant au début de cette intervention, c'est-à-dire le discours d'aujourd'hui. On nous pose la question, dans quelle mesure le discours d'aujourd'hui pourrait influer sur l'élection à venir? Et plus généralement, en fait, quelle était la cible de ce discours, sachant que personne ne voit le président ne pas présider et qu'il a déjà entre 75 au moins 80% de votants acquis? Est-ce que vous avez trouvé dans ces discours un électorat à saisir ou des gens à rassurer? Quelle était la cible? Je crois que le verbe rassurer est effectivement important, d'où les silences sur les questions un peu, voilà, qui fâchent, entre guillemets, ou qui stressent la société. Donc, peu d'Ukraine, peu de politique étrangère, pas d'armement, ou presque, pas de schéma, pas de photos sur les missiles, etc., etc. Distribution d'argent, l'argent que la Russie a en caisse, hein, c'est un peu la différence avec d'autres promesses faites ailleurs. Euh, euh, c'était le seul discours, à mon avis, de campagne. Alors, Poutine s'est certes déplacé, il a vu beaucoup de monde, hein, il a fait une campagne plus active qu'en 2018. Il a beaucoup voyagé en région, il a visité divers forums thématiques, économiques. Donc on sent une implication plus grande, alors qu'encore une fois, l'issue du scrutin ne fait pas de... il n'y a aucune incertitude, mais on sent qu'il souhaite avoir un mandat fort pour sa politique, se relégitimer. Et alors pour l'anecdote, hein, le discours du président a été retransmis en direct dans un certain nombre de cinémas en Russie aujourd'hui. Donc très clairement, la cible, ce sont les Russes. Ce n'était pas un discours pour les étrangers. Il y a eu quelques messages, mais très brefs. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a fait son discours, le seul en réalité, grand discours programme de candidat et de président qui va mettre en application ou chercher à le faire, ce qu'il a annoncé aujourd'hui.
Merci beaucoup à tous les deux, tous les trois, puisqu'on a une intervention brillante de directeur Chinsky, général. Donc, nous nous retrouvons jeudi prochain, comme d'habitude. D'ici là, bah, comme toujours, la CCI France-Russie se tient à vos côtés. Donnez bon.